Bon, alors, donc j'ai décidé de vous faire un résumé global parce que le cours de la mécanique quantique il est immense. Donc, ce que vous allez faire, donc j'ai enregistré pas mal de vidéos, que ce soit pour le cours ou pour la correction des séries de TD. Je sais que, bon, c'est-à-dire pour refaire ça, pour étudier tout le cours de la mécanique quantique, donc il faut étudier ça série par série, en regardant bien le cours, mais j'ai pensé vous faire un résumé général pour vous aider encore plus pour assimiler cette matière qui est très très importante en physique. Donc on a parlé du premier grand chapitre, c'est l'insuffisance de la mécanique quantique. Pourquoi on est passé du classique vers le quantique? Donc on a traité pas mal de grands physiciens qui ont étudié ça. On a commencé par Rayleigh-Jeans, donc c'est-à-dire par le corps noir. Et on a dit un corps noir, c'est par exemple le Soleil. Rayleigh et Jeans, deux grands physiciens qui ont essayé d'étudier la densité spectrale totale par rayonné par un corps noir. Donc ils ont imaginé un corps noir comme une enceinte percée d'un trou, à l'intérieur parfaitement réfléchissante, tel qu'un rayonnement qui rentre, il va subir une infinité de réflexions, il ne va plus sortir. Mais l'un des deux a étudié pour les basses fréquences et l'autre a étudié pour les grandes fréquences, mais ils ont trouvé une densité, U de lambda U de T, qui, en intégrant, ne converge pas, elle tend vers l'infini. Donc on lui a donné le nom de la catastrophe de l'ultraviolet. Donc il a fallu attendre l'arrivée de Planck qui a donné une densité spectrale très très importante, telle que l'intégrale, donc où la densité totale rayonnée par un corps noir, il a donné une équation magnifique que vous avez dans le cours, telle qu'il a trouvé que U est égal à A fois T4, ou A, c'est ce qu'on appelle la constante de Stéphane. Ensuite, il y avait l'arrivée d'Einstein, qui a effectué l'expérience de l'effet photoélectrique, où il a eu le prix Nobel de physique. Et c'est là où, donc, et ensuite, il y avait l'expérience sur l'effet photoélectrique, le choc de deux électrons, qui ont donné donc un électron, il va être éjecté avec une vitesse v, donc il y aura un éclair, donc ça veut dire qu'ils ont détecté que la lumière a deux aspects, une onde, c'est-à-dire un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire. Corpuscule, donc c'est un quanta, c'est là où ça vient le mot mécanique quantique. Et on lui a donné après le nom de photon, qui est une particule sans masse qui se propage avec une vitesse considérable, c'est la célérité C égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et chaque photon, il transporte avec lui une énergie E égale H bar oméga. Donc ça, c'est une culture générale que tout étudiant doit connaître pour savoir pourquoi on utilise maintenant la mécanique quantique. Donc ça atteint le microscopique, c'est de l'ordre, c'est-à-dire de H bar. Et le H bar, c'est H sur 2pi, c'est 1,034, je pense, 10 puissance moins 34, je le laisse moins 1. Et après, on est passé aux bases. Les bases, on a vu qu'il y a deux bases. Il y a une base UI, il y a, donc ça c'est une base dite discrète, UI de R, telle que toute fonction d'onde, psi de R, est s'écrit sous la forme somme sur I de CI, UI de R, et on a vu que les CI sont les coordonnées ou les composantes de psi dans cette base. Ensuite, on a fait les bases phi P de R, donc ça c'est une base discontinue, ça c'est une base continue, et on a pris les exemples des ondes planes, et on a pris 1 sur 2 pH bar puissance 3,5 exponentielle I pi R sur H bar. Et on a dit que donc psi de R, ici c'est CI de R. Par contre ici, on a fait que psi de R est égal à l'intégrale de phi de P exponentielle moins IPR sur H bar D3 de P. Donc 1 sur 2 pH bar à la puissance 3,5. C'est-à-dire l'intégrale de phi de P Vp. Donc ici il y a un plus, Vp de R, T3 de P. Rien qu'en lisant ça, donc ça c'est psi de R, on dit que psi de R se décompose dans la base de Vp et que phi de P ce sont les coordonnées
de psi dans cette base. Après, on est passé à la notation de Dirac. Alors, pour la notation de Dirac, donc là, c'est assez sérieux qu'on a commencé vraiment la mécanique quantique. Donc, il faut aller doucement pour mieux comprendre. Donc, on a dit que Vp de R, on va lui donner, c'est-à-dire la nomenclature quête P, et on a dit, et on a introduit une autre, c'est-à-dire base, c'est ce qu'on appelle la distribution de Dirac, qui est, on lui a donné R0. Ici, je mets P0, on a P0. Avec delta de R, donc ça, delta de R moins R0, on l'a fait dans la série numéro 1, ça vous donne dph bar au cube, l'intégrale de l'exponentielle IP0 R moins R0 sur h bar d3 de P0. Et on a dit que delta, c'est une fonctionnelle telle que, quel que soit psi, nous avons psi de R, delta R moins R0, d3 de R. Le résultat, il est nul partout, sauf en R égale à 0, R0, et on a trouvé que ça fait psi de R0. Donc, ensuite, on a dit que, quel que soit le ket ou le bracket PP', lorsque vous avez ici la même base, sans se casser la tête, le résultat c'est delta P moins P' ou P' moins P, parce qu'on a vu que delta est une fonctionnelle, ou là une fonction, on va supposer que c'est une fonction qui est réelle et qu'il est paire. Donc delta étoile égale à delta, delta P moins P' égale à delta P' moins P. Alors R' égale à delta R moins R', et ça nous a aidé à refaire les calculs de l'orthogonalité. On a dit que P0 et R0 sont des bases qui forment une base orthonormée parce qu'ils vérifient l'orthogonalité et la fermeture. Pour l'orthogonalité, c'est ça, et pour la fermeture, on a démontré que P d3 de P est égal à l'opérateur unitaire, c'est-à-dire 1, et on a vu que R d3 de R est égal à l'opérateur I. Après, on a fait l'introduction de ce qu'on appelle un opérateur. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire un opérateur? Alors, un opérateur est une entité mathématique alors, un opérateur, et on l'a noté A, tel que A psi est égal à lambda psi, par exemple. Alors, si vous avez le même ket ici, et ça c'est le plus important, si vous avez le même ket, ou le même vecteur propre, on dit que psi est vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre lambda. Ça, c'est dans le cas où vous avez un opérateur linéaire. Si vous avez un opérateur sous forme d'une matrice, on va dire A, par exemple, phi n égale à lambda phi n, phi n. Alors, si je vous donne, par exemple, une matrice d'ordre 3, vous aurez A phi 1 égale lambda 1 phi 1. Vous avez A phi 2 égale lambda 2 phi 2. Et vous avez A phi 3 égale lambda 3 phi 3. Alors, phi 1, phi 2, phi 3, ce sont les vecteurs propres de l'opérateur A associés respectivement aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda 3. À partir de là, alors pour déterminer les valeurs propres, on a fait une équation, on l'a démontré, c'est ce qu'on appelle l'équation séculaire. Il faut calculer A moins lambda I, le déterminant de A moins lambda I égale à 0. Donc ici, on est rentré directement ce qu'on appelle les postulats. Alors, premier postulat, donc tout ce qu'on peut mesurer à partir d'une grandeur physique, c'est l'une des valeurs propres. Donc, premièrement, on va calculer lambda 1, lambda 2, lambda 3. Il y aura des probabilités à calculer. Par exemple, la probabilité de trouver une valeur propre lambda ici, par exemple ici, c'est le module de psi fois psi de t au carré. Alors, psi de t, c'est l'état quantique du système. Donc, on va toujours vous donner psi t égale à 0. C'est l'état du système à l'instant t, c'est-à-dire l'état initial. Alors,
si je veux calculer P de lambda à l'instant t initial, je vais mettre ici t égale à 0. Et si on vous demande de calculer la probabilité à un instant t ultérieur, donc il faut mettre ici psi de t. Ça, c'est dans le cas d'un opérateur linéaire. Par contre, dans le cas où on vous donne à sous forme d'une matrice, par exemple, je veux calculer P de lambda 1 est égal module. Je regarde le vecteur propre associé, ça fait phi1, et je fais phi1 psi de t, par exemple, au carré. Là aussi, ça dépend si on vous le demande à l'instant t initial ou bien à l'instant t. P de lambda 2 est égal à phi de psi de t au carré, et vous avez P de lambda 3 est égal module de phi 3 psi de t au carré. Donc, par exemple, vous allez faire tous mes examens des années précédentes, vous allez faire les calculs, et pour vérifier votre résultat, il faut que la somme de ces probabilités doit être égale obligatoirement à 1. Sinon, il faut refaire vos calculs. Après, on est passé à ce qu'on appelle la valeur moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une valeur moyenne? Donc, il y a 3 cas pour déterminer une valeur moyenne d'un opérateur. Alors, mais avant de calculer les valeurs moyennes, donc on a dit que psi t égale à 0, il est donné dans l'énoncé de tout examen. Par contre, psi de t, il faut la connaître absolument, c'est somme sur k. Par exemple, k de ck de 0 exponentielle moins EKT sur h bar. Et ici, vous avez ici, par exemple, phi indice k. Dans ce cas-là, je vais faire psi indice k. Alors, psi indice k, ça c'est l'état du système à l'instant t ultérieur. Ça veut dire que h psi k égale à EK indice psi k. Donc, il ne faut pas confondre. Psi k, ce sont les vecteurs propres de l'hamiltonien h associés aux vecteurs propres E1, E2, E3, ça dépend de la dimension de la matrice. Dans ce cas-là, on appelle valeur moyenne d'un opérateur A, c'est psi de t à psi de t, ou bien c'est somme sur n à n, p de à n. Alors, par exemple, dans notre cas, ici, si je vous demande quelle est la valeur moyenne de cet opérateur-là, alors ce que vous allez faire, c'est la valeur moyenne de l'opérateur A, c'est somme sur n de lambda n, p de lambda n. C'est-à-dire, c'est lambda 1, p de lambda 1, plus lambda 2, p de lambda 2, plus lambda 3, p de lambda 3. Donc, bon, ça c'est la première méthode. Donc, il y a 3 méthodes pour calculer la valeur moyenne d'un opérateur. La première méthode, c'est la valeur moyenne de A est égale à psi de t à psi de t. Alors, psi de t, c'est une matrice colonne. A, c'est une matrice qui peut être dans 2 ou la 3. Psi de t, c'est une matrice ligne. Donc, ça veut dire, je prends l'opérateur A. Psi de t, c'est lequel c'est une matrice colonne. Et ici, vous avez une matrice ligne. Alors, pour les bons étudiants, lorsqu'on leur demande dans un examen de calculer la valeur moyenne d'un opérateur, ils utilisent cette équation-là, ils vont trouver une valeur, et ensuite, ils vérifient en faisant intervenir les probabilités qu'ils ont calculées. Par exemple, ici, P de lambda 1, lambda 2, lambda 3, vous les avez calculés, vous avez vérifié votre résultat, vous avez trouvé 1, c'est extraordinaire. Et donc, vous allez remplacer ici, et il faut que vous trouviez le même résultat. Troisième chose, il y a une autre équation très très importante, c'est ce qu'on appelle l'équation de Ehrenfest. Donc, d sur dt de la valeur moyenne d'un opérateur est égal à 1 sur h bar, la valeur moyenne du commutateur à h, plus la dérivée de a par rapport à t. Et comme dans la majorité des cas, donc la grandeur physique est indépendante du temps, alors cette valeur moyenne est égale à 0. Donc, il faut calculer le commutateur à h, et ça c'est 1 sur IH bar. N'oubliez pas que vous avez une valeur moyenne, donc ça veut dire psi du t, AH moins HA, psi du t. Alors, le résultat que vous allez trouver, vous allez faire l'intégration par rapport à t,
et vous allez trouver la valeur moyenne de A. Alors généralement, dans tous les examens, on vous donne un opérateur sous forme, que ce soit linéaire ou une matrice. Que peut-on trouver à partir de cette grandeur physique? C'est l'une des valeurs propres. Calculer les valeurs propres, donc il faut faire le déterminant de l'opérateur moins lambda égale à 0. Calculer les vecteurs propres. Pour les vecteurs propres, donc c'est A phi n égale par exemple à n phi n. Vous allez dire donc soit phi n est égal à par exemple alpha u1 plus bêta u2 plus etc. Donc je vous ai montré dans la correction d'unité serrée comment on calcule alpha, bêta et k. Il faut que les phi n soient égales à 1. Après, on peut vous demander de calculer les probabilités, donc c'est ça. On peut vous dire revérifier par un autre moyen cette valeur moyenne, donc il faut trouver la valeur moyenne de A égale à psi de t à psi de t. Et on peut vous demander à la fin, il faut utiliser le théorème de Ehrenfest et vérifier vos résultats généraux. Donc le théorème de Ehrenfest, c'est ça, d sur dt de la valeur moyenne d'une grandeur physique égale à 1 sur h bar, la valeur moyenne de commutateur AH, et ça c'est pratiquement est égal à 0 parce que pour votre niveau en deuxième année, tous les opérateurs ils sont indépendants du temps. C'est-à-dire toutes les grandeurs physiques mesurables ne dépendent pas du temps. Donc vous allez calculer ce commutateur et vous allez trouver le même résultat. Donc ça c'est... Il me reste uniquement une seule chose, c'est que montrer que A est observable. Qu'est-ce que ça veut dire A est observable? Premièrement, il faut que l'opérateur soit hermétique. Et ça, si on vous donne A sous forme d'une matrice, donc il faut transposer, c'est-à-dire il faut inverser les éléments par rapport à la diagonale principale, il faut conjuguer. Si vous trouvez la même chose, vous dites que A est un opérateur hermétique. Deuxièmement, une fois que vous allez calculer les vecteurs propres, il faut montrer que le produit de, si vous avez trois vecteurs propres, psi1, psi2, psi3, il faut que psi1, psi1 soit égal à 1, psi1, psi2 soit égal à 0. Dans ce cas, on dit qu'un opérateur est observable s'il est hermétique et si les vecteurs propres font une base orthonormée au sens de Dirac. Donc j'ai terminé tout mon cours. Vous avez tous les moyens pour réussir. Si vous avez un problème, vous rentrez en contact avec moi d'une manière directe. Finalement, je vous souhaite un bon courage. Merci.